Alors, je crois que Reste. c'est une affaire aussi de caractère. Dora, qu'est-ce qui fait que malgré, justement, malgré tout ce que tu as vu, tu as intériorisé? Bah, j'ai intériorisé parce que je suis enceinte à ce moment-là et le médecin me demande d'éviter le stress, d'éviter toutes sortes de sentiments négatifs. Donc, je suis obligée même de ravaler mes larmes en fait. Il y a des moments où j'ai envie de pleurer. Mais par exemple, dès que j'ai envie de pleurer, le bébé s'agite bizarrement. Je me calme encore toute seule. Donc, Mhm. franchement, c'est ma grossesse qui a fait en sorte que je reste calme jusqu'au bout. Je me suis dit, j'accouche d'abord, je vais m'occuper de ton cas ensuite et je prends les preuves en question, j'accumule, ce qui est sûr, on va en discuter devant. C'est en fait ça. J'étais obligée de rester calme pour le bébé. Sans Et en même savoir que temps, ça allait nous servir pour la suite. je te jure, et en même temps, et justement, ça nous a servi. Et moi aussi, je pensais m'en servir parce que je me disais que, ok, bon, s'il y a un lieu de séparation, quand je vais venir m'asseoir chez mes parents, je vais leur dire, voilà les preuves du fait que je marche avec quelqu'un que je ne connais pas vraiment. La séparation est mieux. Donc, c'était en fait pour ça que je gardais les preuves en question pour pouvoir les montrer à mes parents un peu plus tard. Et bon, comme j'ai dit, je restais calme à cause du bébé. Absolument. Mhm. En tout cas, chapeau. Alors, Merci. 48 heures après, comment vous vous sentez en une ou deux phrases? Je sais que il y a la période peut-être dans laquelle vous êtes un peu d'euphorie, de colère, et que derrière, il y aura surtout un état certainement de tristesse lié à des engagements, mais comment vous vous sentez? Parce que globalement aussi dans nos environnements, on se dit que bon, certainement à coup sûr, l'une d'entre vous va peut-être se remettre avec lui. Enfin, par quoi vous êtes en train de passer là émotionnellement, actuellement? Bah, moi, pour ma Moi, le part, je dirais que je suis en colère, principalement de la colère parce que tu te rends compte que tu as été berné depuis le début, que quelqu'un se jouait de toi, il se foutait de ta gueule. Et une espèce de déni aussi, où j'aimerais tellement que ce ne soit pas vrai, parce que je sais que ce sera dur en fait. Je le sais. J'ai tellement envie de, 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 de pleurer, mais aucune larme qui sort. Donc, heureusement qu'à côté, il y a le boulot et que j'essaye de tenir comme ça, mais c'est vraiment pas évident. Bon, quant à moi, le premier soir, en tout cas le soir de mon voir bébé et tout, quand j'ai discuté avec toi, Diane, j'avoue que, et puis en fait, concernant la photo où il me dit que c'est sa jumelle et tout, j'avoue que ce soir-là, cette nuit-là, j'ai un peu pleuré. Mais j'ai préféré ne pas pleurer longtemps parce que en même temps, j'ai un bébé en main qui compte sur moi, donc j'ai ravalé mes larmes. Quand le lendemain, donc, tu m'as proposé de discuter avec Daniel, j'ai dit ok, bon, et honnêtement, c'était la première fois que je faisais sortir en fait tout ce que je savais parce que je n'en avais parlé à personne jusqu'ici. Je gardais tout ça pour moi, que ce soit les preuves, que ce soit tout ce que j'ai vu et tout, je le gardais pour moi. Donc, moi, ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un, même comme je lui ai dit pendant notre conversation depuis le début que je suis désolé d'être à l'origine, entre guillemets, de ses larmes peut-être, de sa douleur. Mais moi, ça m'a fait du bien d'en parler, en fait. Mhm. Et je ne vais pas dire que je suis en colère. Peut-être j'ai été en colère quand je l'ai appris, vu que je le sais depuis. Aujourd'hui, je suis plus vraiment en colère et en même temps, comme je dis, pour le bébé, je dois rester en forme. Je ne vais pas gaspiller mon énergie à me mettre en colère contre quelqu'un limite qui n'en vaut pas la peine. Donc, Ça. voilà. Ça, je ne peux pas lui donner cette possibilité de me nuire de cette façon. Non. Mon fils a Mhm. besoin de moi. Eux ont besoin de moi. Il ne mérite pas, lui, que je me dérange pour lui. Non. La colère, non. Je me sens même plutôt un peu libéré justement d'en avoir parlé. Jusqu'ici, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, quand j'y pense aussi, je me dis, mince, voilà un second échec. Parce que là, je suis en train de reprendre mon souffle, parce que forcément, je vais en parler à mes parents. Je n'ai pas l'intention de me remettre avec lui, même comme je serais obligé, entre guillemets, de partager le bébé avec lui. C'est vrai que j'espère même qu'il n'ait même pas envie de le voir, comme ça au moins je ne le verrai pas. Mais je sais que tôt ou tard, on va devoir partager un peu la garde, comme je fais avec le premier. Et voilà quoi. C'est ça en fait, pas de colère, je suis juste là, comme ça. Alors, tu dis, voilà un deuxième échec. Est-ce que finalement, tu as
aussi tenu toutes ces dossiers, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir su, mais parce que tu ne voulais pas vivre un deuxième échec, tu t'es conforté à suivre le chemin que tu avais engagé? Peut-être un peu, oui, c'est vrai que je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'il me donnait des explications concernant ce que je découvre, j'espérais qu'il me dise la vérité, en fait. J'espérais que ce qu'il me disait est vrai et que, voilà, en fait, c'est peut-être que c'est moi qui ai mal lu ou quoi, parce que justement, il y a eu un premier échec, je ne voulais pas forcément en vivre un deuxième. Mais avec la discussion que j'ai eue avec Daniel, à cœur ouvert, dans le respect et tout, dans la bienveillance, je lui ai dit là, ok, voilà vraiment la couleur du personnage et tout. Moi, je ne continue pas avec. Il est clair qu'on ne va pas continuer ensemble, même si c'est un deuxième échec. Je préfère un deuxième échec parce que je ne peux pas réessayer avec quelqu'un en qui je n'ai absolument plus confiance. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. La relation, elle n'ira nulle part. Malheureusement, moi, peut-être Daniel peut décider de couper les ponts complètement. Si elle décide de ne pas se remettre avec lui, elle pourrait couper complètement les ponts et ne plus avoir aucun contact. Mais moi, je suis obligé, comme j'ai dit tout à l'heure, de partager le bébé avec lui. Donc, je suis obligé d'être, voilà, on va montrer les dents devant le bébé, tout va bien, etc. et tout. Je vais peut-être dire que j'ai de l'expérience parce que je l'ai vécu un peu et je le vis toujours même avec le papa du premier. Entre lui et moi, c'est limite là, on s'adresse même pas la parole et tout. Il faut absolument maintenant un intermédiaire, c'est-à-dire le grand-père de mon fils, pour qu'on puisse se dire les choses. On se parle plus parce que lui et moi, on ne s'entend pas. Donc, peut-être c'est ça qui me prépare déjà au fait que même avec Christian, ça risque peut-être d'être comme ça. Et donc, je suis là, je me dis, ok, bon, on va faire avec. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois et ça ira. C'est ça. Pour vous deux, quel est le plus dur à l'instant? Bah, moi, je pense que le plus dur pour moi, c'est... Parce qu'en fait, j'ai une de mes tantes et une de mes tantes qui m'avait appelé en fait la veille de la dot pour me dire qu'elle s'était renseignée sur Christian et que il n'est pas du tout sérieux. Mais je me suis dit, bon, comme dans tu sais, les histoires de famille, là, il y a toujours les jalousies et tout, qu'elle veut pas que sa nièce se marie aussi. Peut-être qu'elle veut que je finisse vieille fille. Du coup, je lui ai dit que j'étais une grande fille et que j'assumais ce que je fais. Je connais les gens de ma famille, en fait, comment ils sont bien. Certaines amies, ils te diront, oui, c'est bien fait pour toi, tu vois, les trucs comme ça. Donc, pour l'instant, à vrai dire, à part vous deux, une ou deux amies, ma famille n'est pas au courant. Et c'est tellement frais que je préfère garder encore ça pour moi et je vais parler quand je serai un peu moins triste, en fait. Pour l'instant, je préfère garder ça comme ça. Bon, peut-être d'autres vont découvrir à travers ton émission, mais bon, je, je ne sais pas. Mais c'est compliqué. Dora, Bon, pour toi, c'est... Et toi? oui. D'accord. Donc, je me rappelle que mon papa, il m'a posé la question le jour où je viens leur dire que oui, je veux venir représenter quelqu'un. Mon papa, il me dit, est-ce que tu es sûr que cette fois-ci, c'est le bon choix? Parce que avec toi, on ne sait jamais. Bon, je dis à mon papa que, bon, papa, tu sais, cette histoire, on ne peut pas savoir, mais je suis quand même assez confiante. Je me dis que ça va aller. Donc, quand j'imagine la conversation que je vais devoir avoir de nouveau avec eux, pour leur dire que vraiment, le tour, si c'est même pire que la première fois. C'est vrai que là, j'appréhende un peu. Bon, ils ne vont pas me jeter, entre guillemets, hein, ils vont accepter. Peut-être qu'ils seront déçus que je vive un second échec. Mais bon, je me dis, ils vont l'accepter. Mais en fait, c'est vrai que je redoute un peu cette conversation-là. Mais je sais que je serai obligé de l'avoir. Mais pour le moment, je digère aussi. Je préfère rester tranquille d'abord dans mon coin, hein, souffler un peu, avoir les idées claires et tout. Et puis, je vais les faire asseoir pour leur dire en fait. D'accord. Daniel, quand tu t'es confié auprès de tes proches, de tes deux personnes, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? En fait, elles sont révoltées parce que les deux, elles sont un peu,
quand j'allais me plaindre auprès d'elle par rapport à ses disparitions, son attitude bizarre et tout, elle me disait non. En fait, on lui trouvait tellement d'excuses que maintenant tout le monde déjante en fait quand on a les preuves qui sont en face de nous. Parce que même hier, quand j'ai contacté l'autre, elle me dit que c'est la fille là qui manque. Je dis que maman, elle ne manque pas. Pourquoi tu prends le caddie tu bois le caddie de la fille? Je dis que parce que j'ai les preuves. Quand je lui envoie, je leur transfère les preuves, c'est là qu'elle tombe des nues aussi. Ma pote, elle est allée au Cameroun l'année dernière. Le gars, il m'a dit, entre guillemets, qu'il était à quoi? L'ancienne maison où il habitait avant d'être à PK9 où il était, là où j'avais séjourné quand j'étais au pays. Il est venu avec la voiture de Dora, porter ma pote dans la voiture. C'est maintenant qu'elle me raconte tout ça une fois même, je l'ai appelé, il y avait un enfant qui pleurait et tout. Je lui ai demandé que mon beau, mais c'est comment? Il dit que non, c'est la maison familiale et tout. Donc tout ça là, en fait, ça lui revenait et tout. Les filles elles sont tellement tristes pour moi parce qu'elles savent ce que j'ai vécu. Elles connaissent mon passé et mes déboires aussi. Mes déboires amoureux et tout. Donc, on était convaincus que cette fois-ci, c'était le bon. Parce que ce soit moi, que ce soit mon entourage, le gars savait tellement nous mettre en confiance que on buvait ses mots. Littéralement, on buvait ses mots. Donc, elles sont choquées comme moi. Elles veulent même aller l'insulter. Je dis que non, ne nous rabaissons pas à ce niveau-là. On vaut bien plus que ça. Et voilà quoi. Donc, elles sont autant déçues que moi. Elles sont tristes pour moi. Et voilà. Et toi, Dora, est-ce que tu en as parlé ou il n'y a que moi et Daniel qui sont au courant? Jusqu'ici, il n'y a que vous deux à qui j'ai pu en parler. Et me connaissant, je ne pense pas en parler à d'autres personnes d'ici là. Je vais le garder pour moi. Et puis, comme on est toutes les trois au courant, je pense que je vais d'abord me limiter à ça, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc non. Je ne pense pas le dire de sitôt, en fait, à d'autres personnes. Je ne crois pas. Alors, j'aimerais juste, avant de continuer, rappeler aux femmes ou aux hommes qui nous écoutent, sans spécialement considérer d'ailleurs, enfin, si, votre relation comme une relation toxique, mais j'aimerais donner en tout cas aux personnes qui nous écoutent 7 signes qui leur permettent de savoir si elles sont dans une relation toxique ou même preuve. Donc, la numéro 1, c'est que vous ne pouvez pas être vous-même. La deuxième, c'est que vous ne pouvez pas dialoguer. La personne en face est toujours fermée et quand vous souhaitez aborder un sujet, la personne ne vous donne pas la possibilité de vous exprimer. Vous ne vous sentez pas en sécurité, psychologiquement comme physiquement. Finalement, qu'on est dans une relation, ce n'est pas pour pleurer, hein. Comme certaines personnes disent souvent, vous ne découpez pas les oignons dans la relation. Euh, Développer la codépendance, c'est-à-dire avoir le sentiment d'avoir besoin de l'autre pour exister, avoir besoin du regard de l'autre pour se sentir belle, pour avoir de la valeur. Et dès lors que l'autre n'est pas là, paniquer ou se sentir moins, ou se sentir diminué. Aussi, lorsque vous ne vous reconnaissez plus, c'est-à-dire vous vous rendez compte, lorsque vous avez des petits moments d'éveil, qu'en fait, vous n'êtes plus la personne que votre entourage connaissait. D'ailleurs, souvent, cet entourage est éloigné. D'ailleurs, et souvent, cette personne toxique va trouver le moyen de vous écarter de ces personnes pour avoir une pleine maîtrise aussi de vous. Votre estime de soi est atteinte. Et naturellement, vous ne vous épanouissez plus dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou même intime. Donc ça, c'est notamment quelques signes. Alors, euh, ce n'est pas exhaustif, la liste pourrait être plus longue, mais je tenais quand même à vous le partager. Et je crois que dans le cas aujourd'hui de Dora et Daniel, elles ont beaucoup parlé. Je crois que c'est Daniel qui a soulevé ce terme de, 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 de narcissique, ou d'autres personnes pourraient dire, ou je crois qu'on a parlé aussi, ou peut-être en aparté de manipulation. Et je crois que
pour les personnes qui nous écoutent et pour vous aussi, je crois que si on avait aussi des conseils à vous donner ou à se donner, parce que ma foi, on est assujetti, on est déjà tombé sur ce type de personnes, c'est qu'il faut déjà potentiellement pour vous prendre conscience d'une certaine manière de votre dépendance, peut-être aussi affective à l'une et à l'autre. Peut-être qu'il faut questionner cela, parce que euh, je prends peu la parole dans le podcast si maman m'avait dit pour éviter de biaiser ce que les gens peuvent penser, mais je crois que dès lors qu'on est sur... Enfin, je crois que c'est Dora qui disait euh, que pendant 8 mois, elle n'a pas finalement vu ses kilomètres. Certainement parce qu'il comblait aussi, il comblait certainement quelque chose, il comblait peut-être un vide. Mais en psychologie, on dit que logiquement, on n'est pas censé vraiment avoir de vide, en fait. Euh, on est censé être heureux, épanoui soi-même, et puis la personne qui est à côté, ben, elle ne comble pas spécialement un vide, elle apporte un petit plus. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en 8 mois, Dora n'a pas pris la route pour aller le voir? Qu'est-ce qui fait qu'elle est finalement attendue que cette personne vienne? Qu'est-ce qui fait que Daniel, tu as mis à peu près 3 4 ans pour venir au Cameroun pour voir cette personne? Je pense qu'aussi, pour les personnes qui nous écoutent et vous aussi, il faut vous demander à quel état psychologique vous étiez quand vous avez rencontré cette personne. Je crois que c'est notamment important si vous voulez ne pas reproduire la même erreur parce que les mêmes causes sont les mêmes effets et des fois, on pense qu'on sort fort d'une relation, mais si on n'a pas pensé ce qui a fait qu'on débute cette relation, bah, potentiellement, on peut se retrouver à continuer. Et Dora, elle a dit quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Elle disait je ne voulais pas reproduire le cycle, enfin reproduire la même chose que mes parents faisaient, c'est-à-dire s'énerver, etc., etc. Mais on se rend compte que potentiellement, le père de son premier enfant et elle, ça ne se passe pas très bien. Ils n'ont pas des rapports enfin, d'amitié. Et on risque aussi, avec cette deuxième personne, d'aller dans ce même cadre. Donc la grande question aussi, c'est est-ce que les hommes aussi que Dora cherche sont des hommes qui ressemblent à son père? Est-ce que ce sont des hommes qui ont des traits de caractère de ce monsieur et que si elle, elle a le caractère de sa mère, est-ce elle n'est pas dans cette posture-là? Est-ce que sans s'en rendre compte, elle reproduit les mêmes schémas? Ça, je dis ça de manière très grosso modo pour que les personnes, pardon, qui nous écoutent puissent euh, se faire leur idée ou en tout cas leur vision. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre conscience de sa situation psychologique avant et pendant et actuel. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte? Qu'est-ce qui fait qu'on écoute? Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on est des femmes éduquées, affirmées ou potentiellement même indépendantes, on accepte on accepte ce que certains peuvent considérer comme inacceptable, mais chacun sait là où il met son sac. Mais qu'est-ce qui fait que, quels sont et j'aimerais même savoir, est-ce que vous aviez ce qu'on appelle des limites? Est-ce que vous avez imposé des limites à votre compagnon? Et si oui, lesquels étaient? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir imposé vos limites, Dora et Daniel? Bah moi, la première fois quand j'ai vu comment il était distant, euh, je ne voulais pas justement que ce genre de climat puisse s'imposer dans notre relation. Et moi, c'est pour ça que j'avais choisi d'abord, dans un premier temps, de pouvoir lui dire ce que je ressentais par rapport à la manière dont il se comportait. Donc, j'ai utilisé la communication, le dialogue, mais en fait, c'est comme si je parlais un sourd. Ça n'a pas eu d'effet. Et tout au contraire même, ça persistait. Et aujourd'hui, quand je découvre, grâce à son histoire parallèle avec Dora, que je comprends qu'en fait, quand lui, il était distant avec moi, c'est parce qu'il avait déjà une autre proie ou il était en train de ficeler son truc, en fait. Donc, moi, quand ça s'est passé comme ça, j'ai mis le stop et j'ai dit que je ne voulais plus. Mais c'est tellement quelqu'un qui sait manier l'art de parler que
quand quelques mois après, entre-temps, bien évidemment, j'étais toute seule. Et quand il est revenu vers moi, je me suis dit, en revenant comme ça veut dire que il a dû faire une espèce de remise en question. Et on en a parlé quand il est revenu par rapport à son comportement, son attitude et tout. Il a promis qu'il n'allait plus le refaire. Et en vrai, ça se passait plus ou moins bien. En tout cas, moi, dans ma tête, ça se passait bien. Mais voilà quoi. Les limites, je pensais les avoir imposées la première fois, j'ai mis fin à la relation. Mais je pense que l'erreur a été de reprendre cette relation-là et qui nous a menés où on est aujourd'hui, quoi. Bon, moi, de mon côté, disons que à chaque fois que j'ai découvert quelque chose que je n'appréciais pas, peut-être je découvre peut-être des messages que je n'apprécie pas, je choisis de discuter avec lui. Je préfère qu'on s'asseye. Je lui demande de me dire exactement ce qu'il en est. Est-ce que ce que j'ai vu, c'est vraiment ce que j'ai vu? Mais il faut savoir que je pense que Daniel va être d'accord avec moi. Il parle tellement bien, Ah, il ça, sait tellement te convaincre avec les mots. Il est capable d'utiliser les larmes, il est capable de mettre le nom de Dieu, du Seigneur, il est capable de tout te dire pour sans oublier que le diable. c'est ça en fait. Et donc à chaque fois, il arrivait à me convaincre du fait que non, vraiment, ce n'est pas ce que j'ai vu. Et il me donnait une explication généralement très logique à ce que j'avais vu ou à ce que je n'avais pas vu. Et donc, je disais toujours, OK, bon, d'accord. Et il me promettait toujours de ne plus recommencer. Si par hasard c'est quelque chose que je n'appréciais pas, non, je ne le ferai plus. Voilà, et tout, je vais changer, etc. Mais ça ne changeait pas. On revenait toujours au même comportement à un moment ou à un autre. On discute encore. Après, il dit oui, je vais changer. Après, on revient. En fait, c'était devenu une sorte de boucle, en fait. Et bon, au moment où je n'ai plus supporté, je me suis levé, je suis parti chez mes parents, comme j'ai expliqué. Donc, c'était ça. D'ailleurs, parce que tout à l'heure, je disais, je voulais partager encore d'autres conseils sur, peut-être plutôt sur le côté comment s'en sortir d'une relation avec un manipulateur. Mais moi, je voulais aussi, tout à l'heure, Dora, te demander comment tes parents ont réagi quand tu es venu à la maison t'installer. Donc, je termine juste avec les conseils. Et ensuite, si tu peux nous dire comment tes parents, quand tu décides de revenir chez eux, comment ils le perçoivent. Alors, tout à l'heure, je disais de prendre conscience de sa dépendance affective ou potentiellement de son état psychologique à l'instant où on est dans la relation. Tout à l'heure aussi, au tout début d'ailleurs, Danielle disait, elle a prononcé le mot victime, elle a dit, je ne veux pas me considérer comme une victime, mais je pense qu'il est important en tout cas potentiellement de se reconnaître victime parce que en fait, si on veut se libérer d'une relation avec un manipulateur, il est important de reconnaître que vous avez été sous emprise de cette personne. Parce que ça vous permet en fait de voir quelles sont toutes les failles émotionnelles avec potentiellement votre dépendance amoureuse qui vous permettent de comprendre pourquoi vous avez été la victime parfaite à ses yeux. Parce que cette personne vous a potentiellement analysé. Quand vous dites que, je ne sais pas si c'est Dora qui dit, ah, je me suis rendu compte qu'il a envoyé des messages à plein de personnes jusqu'à ce que certaines répondent ou pas. Parce que pour qu'une manipulation soit vraiment réussie, il faut que le manipulateur, en amour, trouve facilement chez vous des failles et tous les besoins qu'il peut combler pour se rendre indispensable. Et je crois que ça revient aussi au fait que certaines d'entre vous, peut-être vous deux, vous aviez dit dès le début, moi j'ai eu beaucoup de problèmes avant, je reviens de loin, sentimentalement avant c'était comme ça, moi aujourd'hui je veux une relation sérieuse. Quand tu es une femme peut-être africaine ou camerounaise, tu dis à un homme que tu veux une relation sérieuse dans nos environnements, ça veut directement dire je dois voir les personnes les plus proches de toi. Pour Daniel, c'était sa grand-mère, pour Dora, c'était ses parents. Une fois qu'il le fait, il vous fait déjà comprendre qu'il est sérieux. Parce que pour vous, c'est les étapes les plus importantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, totalement. Donc, Oui, oui.
Aux personnes qui nous écoutent, c'est super important, en fait, lorsque vous faites ou nous faisons des rencontres amoureuses, de vraiment prêter attention au début. Parce que finalement, c'est durant, au début, la personne va naturellement va se montrer sur son meilleur jour. Mais c'est aussi, mais pour une personne qui manipule, c'est le moment où vous lui montrez vos failles émotionnelles parce qu'il vous écoute, parce qu'il est disponible, parce qu'il est là, et vous vous permettez de lui dire des choses qui vont lui permettre devant vous d'être la personne idéale. Et la personne Ouais. idéale, une fois qu'elle est perçue par votre entourage comme le genre idéal, ça devient compliqué aussi pour vous parce que ce n'est plus lui qui est le problème, c'est peut-être vous le problème. Surtout quand vous avez déjà un passé un peu compliqué. Et je Ouais, crois c'est que vrai. sans même vous en rendre compte, c'est peut-être pour ça, au final, que Dora va garder toutes les preuves. Peut-être parce qu'elle-même, psychologiquement, elle se dit, euh, ça n'a pas marché là-bas, je l'ai présenté à mes parents. Qu'est-ce que les parents vont penser de moi, mais pas de lui? C'est lui le problème, c'est pas Dora. C'est lui le problème, c'est pas Daniel. Et tant que vous ne vous considérez pas comme victime, vous allez souhaiter porter le chapeau de la personne qui est... oui, porter le chapeau de la fautive ou du fautif. Alors que vous avez juste été des femmes qui avaient donné votre cœur à une personne qui n'a pas su en prendre soin. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, donc, je crois que généralement, quand on a un manipulateur, on a une personne qui est dépendante. C'est-à-dire, si en face, on a une personne qui était manipulateur, ça veut dire que vous, d'une certaine manière, vous êtes dépendant. Ça veut dire que vous avez plus de fragilité que certaines personnes, dont une faille que on appelle en psychologie une faille narcissique. C'est pour ça que tout à l'heure, Daniel, tu dis, je n'ai jamais vu un mec aussi narcissique. Ouais, Et ça peut se présenter par deux choses, des éléments assez factuels. C'est le manque d'amour et le manque d'estime personnelle. Et donc, ce qui fait que vous êtes complètement soumis au regard de l'autre. Donc, je crois que ça, ce facteur peut être un facteur important. J'essaie de toujours entrer sur des choses un peu psychologiques pour donner un peu du grain à moudre aux personnes qui nous écoutent. Ensuite, le conseil numéro 3, ça serait de comprendre le fonctionnement du manipulateur, savoir comment il fonctionne. Je crois que vous avez soulevé certaines choses. Vous avez sorti des mots relativement forts en disant prédateur. Il est important de savoir, en tout cas, comment cette personne fonctionne. Parce que c'est une personne enfin, dans son cas, il est un professionnel de la dépendance, qu'il soit pervers, narcissique ou non. Mais donc, c'est une personne quand même qui arrive à vous mettre dans une position où malgré tout ce que vous pouvez voir ou sentir ou percevoir, vous choisissez de l'entendre ou de l'écouter. Et c'est pour ça que dans certains cas, il vous a certainement dit ne parle pas à Dora, ne parle pas à Daniel, ou encore mieux, ne parle pas à Diane. Donc ensuite, le quatrième conseil pour les personnes qui nous écoutent et pour vous aussi, c'est de prendre conscience du traumatisme vécu. Je sais que quand j'ai parlé notamment aujourd'hui en amont avec Daniel, quand on préparait cette conversation, je lui ai dit, actuellement, c'est 48 heures, vous êtes dans l'euphorie, c'est une euphorie de colère. À Dora, j'ai dit, il faut que tu transformes ta colère en amour. Parce que vous devez en tout cas être conscient aujourd'hui que vous avez vécu un réel traumatisme. Ça va prendre le temps, mais le temps, ce sont les moments où vous allez être seul, où il n'y aura ni Daniel, ni Dora, ou ni moi, où vous allez devoir vous-même vous regarder dans le miroir et assumer pleinement la vie que vous avez choisie. Alors pour une, on peut dire, oui, bon, elle n'a pas eu d'enfant, mais je crois que pour les deux, c'est d'autant plus choquant. Mais je crois que pour prendre conscience du traumatisme et le soigner, et je conseille toujours de voir un psychologue, il faut aussi comprendre d'où cette dépendance affective part, d'où elle part. Le fait de ne pas vouloir reproduire un schéma de ses parents va, des fois, dans certains cas, nous pousser à reproduire le même schéma. Tant qu'on n'a pas fait la paix avec des éléments qui nous bloquent, ou tant qu'on n'a pas fait la paix avec, sincèrement, la paix, ou pleinement la paix avec notre enfant intérieur. Ensuite, l'avant-dernier conseil,
c'est se fixer de nouveaux objectifs après la séparation. Moi, ce que je vous souhaite, c'est de retrouver l'amour, mais c'est surtout de retrouver déjà l'amour de vous-même et l'estime de vous-même. Parce que qu'importe ce que vous avez vécu avant ou maintenant, ça ne définit pas les personnes, les personnes ou la personne que vous êtes. Et naturellement, ce que j'aime toujours conseiller, mon dernier conseil, c'est de démarrer une thérapie pour une libération complètement définitive, qui va vous demander d'aller 30 ans, 35 ans, euh, 36 ans en arrière pour aller mieux, pour être mieux. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager avant de continuer pour que nos auditeurs euh, puissent en tout cas en bénéficier. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ce que j'ai partagé vous a évoqué quelque chose, Dora ou Daniel. Moi, personnellement, je ne connais pas mon père et je sais que j'ai toujours eu ce manque affectif, dû au fait aussi de ne pas avoir grandi avec ma mère. Ça, je le reconnais. Et c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est généralement ce que je mets en avant quand un homme se présente à moi. Je lui dis non, j'ai pas envie pour ma future famille que, par exemple, mes enfants ne soient pas dans un foyer avec un papa et une maman, tu vois. Du coup, et en ce qui concerne Christian, il est tellement, il connaît tellement jouer son jeu que il te pose les questions et toi, tu réponds naturellement parce que tu te dis que non, le gars s'intéresse à toi, alors que il est en train de prendre les éléments qui va se servir pour pouvoir te manipuler après. Donc, c'est un peu ça. Quand moi j'ai parlé du fait de ne pas connaître mon père, il m'a dit que lui, son père était présent, mais la famille dans laquelle il a vécu, une famille polygamique et tout, ce ce n'était pas la joie tous les jours. Du coup, lui, dans son cas, il espère être avec une femme, ses enfants et dans son discours, en fait, il te sert ce que tu souhaites entendre. Donc, effectivement, le manque affectif a peut-être fait que je baisse la garde quand, quand il allait dans mon sens par rapport à ce que je souhaitais d'une relation sérieuse, en fait. Ouais. Je ne dirais pas que je suis le genre de femme qui n'a pas confiance en moi. Je ne dirais pas. Parce que je sais que je ne suis pas mal comme fille, comme femme. Et c'est plus le côté affectif, en fait. Et évidemment, il faut que je travaille sur ça pour que je ne puisse plus être victime à l'avenir de ce genre de personnage. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si, quand j'ai pris la parole, je ne sais pas si j'ai parlé de confiance en soi ou d'estime de soi. On peut avoir confiance en soi et pas avoir de l'estime de soi. Euh, euh, En fait, avoir confiance en soi, c'est avoir la conviction de réussir à faire face à ce qui va arriver. C'est-à-dire, tu sais de toute manière que tu es une battante, qu'importe ce qui va arriver, tu vas y faire face. Voilà, c'est la capacité, tu vois, à agir malgré les doutes que tu peux avoir. Alors Mhm. que l'estime de soi se définit plutôt comme le jugement global qu'une personne va porter à sa personne. D'accord. C'est la perception de ta propre valeur. Donc, c'est vraiment, c'est très différent. Une personne peut avoir confiance en soi, mais ne pas avoir l'estime de Estime de soi. soi. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est que tu sais que il y a des personnes, je sais pas, qui sont allées à l'école quand tu étais première de classe brillante, mais malheureusement, en fait, l'estime de soi, donc ça développe parce qu'elles sont premières de classe, leur confiance en soi. Elles savent que si elles vont aller, si elles vont, elles ont eu leur bac avec mention, logiquement, elles auront une grande école qui va se présenter à elles.
Mais ça ne change rien au fait que l'estime de soi, bah, en fait, elle se construit dès l'enfance. Et si tes parents ne t'ont pas porté et ne t'ont pas peut-être valorisé quand tu étais petite ou enfant, les remarques, les commentaires que tu as reçus, ben, ça part des paroles encourageantes, bienveillantes ou des valeurs morales, tu peux en fait développer une estime de toi qui n'est pas positive. D'accord. Donc, c'est vrai que des fois, on en mêle beaucoup. La confiance en soi, c'est comme si ce sont des skills que tu gagnes, des compétences que tu gagnes au fur et à mesure qui te confortent sur le fait que tu saches que un égale 2. Et ça, c'est la confiance en soi. Mais il y a des personnes qui, malgré cette confiance en soi, ils ne vont pas spécialement prendre la parole en classe. Ouais. Alors qu'ils savent que c'est 2. Parce qu'à la maison, quand ils voulaient parler, on leur disait, ah, ferme ta bouche. Tu parles de quoi? Moi, sa tête là. C'est ça, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est une très bonne chose d'avoir une conscience de soi, mais c'est très important de connaître aussi qui on est, sa valeur. C'est pour ça que des fois, nous, en tant que femmes, on voit des femmes qui nous semblent être successful. Nous, on dit, mais comment son mari lui fait des choses comme ça? Comment elle supporte les choses comme ça? Bah, peut-être parce qu'elle n'a peut-être pas l'estime de soi. Ou l'estime de soi n'est pas corrélée, en tout cas, à ce qu'on visualise être l'estime de soi. Dora, et toi, pour rebondir à ce que Daniel disait. Bon, moi, de mon côté, mon contexte familial était un peu différent. J'ai grandi avec mes deux parents. Mes parents avaient une relation tout le temps conflictuelle. Maman, elle a un caractère très fort. C'est une bassa. Pendant que papa, lui, il est plutôt calme. Sauf que lui, quand il perd son calme, il est, entre guillemets, encore plus fou que sa femme et tout. Donc, c'était une relation très conflictuelle qu'ils ont eue, tous les deux. Je me rappelle même quand j'avais peut-être 6 ou 7 ans, limite, je priais même pour les voir divorcer parce que j'en avais marre de les voir s'insulter, bagarrer, des choses comme ça et tout. Et je m'étais toujours dit, non, moi, je veux pas avoir ce genre de relation. Je veux pas montrer à mes enfants ce que moi-même j'ai vécu en tant qu'enfant. De voir des parents s'insulter, bagarrer, je ne veux pas l'imposer à mes enfants. Et c'est pour ça que finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en janvier, j'ai dit non, moi, je ne vais pas imposer à mon fils, mon premier fils, quelque chose que lui n'a jamais vu de sa mère. Il ne m'a jamais vu élever le ton, il ne m'a jamais vu insulter quelqu'un, il ne m'a jamais vu me faire insulter. Je me suis dit non, il faut que je reparte chez mes parents. Et même si, et je me suis toujours dit, je ne veux pas un mari comme mon père, je ne veux pas être une femme comme ma mère. Mais c'est comme si dans certaines situations, en fait, le schéma en question se reproduisait. Je me retrouve à être dans le rôle de ma mère, celle qui braille et tout. Et pendant que j'ai en face de moi quelqu'un qui ne répond pas, ou bien quand il répond, voilà, il bavarde aussi et tout. Et quand je dis donc, je ne veux donc pas vivre ça, c'est là que je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai décidé de partir. Et même avec ma première relation, c'était un peu ça. Je me retrouvais à être un peu comme ma mère de temps en temps. C'est-à-dire que quand je parle à la personne, je lui dis peut-être X ou Y, il ne réagit pas ou bien réagit avec mollesse. Je sors de mes gonds, je dis non, mais tu n'es pas sérieux, je t'ai dit ceci, je t'ai dit cela. Exactement, en fait, ce que ma mère à moi fait à mon père et que je trouvais même limite souvent inacceptable. Mais je me retrouve en train de faire la même chose carrément à certains moments. Pourtant, je me suis promis de ne pas faire vivre ça à mon enfant ou à mes enfants. Donc, c'est ça en fait. Ouais. Bah, je crois que ça revient en fait un peu à ce que je partageais un peu sur l'importance de parler à son enfant intérieur. On ne se rend pas compte de l'impact des traumatismes ou de l'impact de ce que notre cerveau ou de notre cœur ou notre cerveau d'enfant a gardé dans notre mémoire. Et en fait, on reproduit des schémas de protection, hein. Trouver un mec qui ressemble à ton père, tu as l'impression de le connaître. Ton cerveau a l'impression de le connaître. Et ton cerveau identifie déjà comment répondre à ce type de personnes. Vice-versa pour les hommes qui vivent dans des relations comme ça, avec des femmes qui ressemblent potentiellement aussi à leur mère. Donc, je crois que ça revient sur le fait qu'il faut impérativement, en tout cas, que nous, femmes et hommes, on prenne le temps
de faire le deuil de ce qu'on a vécu en France, surtout quand on a été dans des environnements peu propices à notre épanouissement mental. Et je crois que pour connaître un peu Dora, c'est peut-être un peu compliqué aussi de se dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont plus ou moins aimé dans un cadre concret et de me plaindre. Mais on se rend compte aujourd'hui que bah, finalement, tu as peut-être le droit de te plaindre parce que tu as tellement encaissé, tellement pris sur toi qu'aujourd'hui, ton corps, ton esprit, ton âme te demande bah, de te libérer. Et je crois que l'acte que tu poses là est relativement incroyable parce que je te connais depuis limite que je suis née. Donc je sais que l'acte que tu poses est incroyable, mais je crois que, et toi, et je sais que Daniel avait déjà commencé à libérer la parole, vous avez, vous aurez besoin pour aller mieux de vous pardonner, euh, de pardonner aussi à vos parents. Je crois qu'on avait parlé déjà de ça à une époque, Daniel, de l'importance Oui, tout à fait. de pardonner à ses parents et de Ouais. parler à votre enfant intérieur. Peut-être que certaines personnes pourront faire des recherches dessus, de parler à la Dora d'il y a 6 ans qui voulait que ses parents divorcent, d'aller la retrouver, cette Dora, de lui parler, de lui dire que tout va très bien se passer, de calmer son cœur, de calmer sa peine, de calmer sa colère et pour la libérer pour que la Dora adulte ben, puisse aller vers mieux. Et c'est pareil pour toi, Daniel. Euh, voilà, donc tu as dit avoir été élevé par ta grand-mère, donc tu vois ton rapport avec ta mère, le fait de ne pas connaître ton père, euh, peut-être que tu idéalises les hommes et ils te déçoivent. Parce que pour toi, peut-être ton homme idéal, qui est peut-être le papa que tu t'es imaginé toute ta vie, est un homme parfait, qui va venir te chercher peut-être à l'école, qui doit. Mais, euh, mais peut-être que cet homme parfait n'existe pas. Donc, je crois aussi que peut-être que chez toi, il y a peut-être des, 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 des actions ou des pansements que tu dois mettre à ton cœur pour aller mieux. Ouais, totalement. Mais ça fait du bien d'en parler parce que ça soulage et ça libère. Le fait de parler avec vous, là, ça me... Même mon cœur même est plus apaisé, en fait, par rapport à, bah, il y a quelques heures. Donc, merci encore, Diane, parce qu'au moins, on a cette plateforme où tu permets qu'on puisse s'exprimer. Et c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose encore aux auditeurs? Est-ce que vous avez un mot à dire, je ne sais pas, à ce Christian, s'il nous écoute? Bon, moi, je voudrais dire donc à Christian, si j'avais la possibilité de lui dire quelque chose, c'est que depuis ces 48 heures, le mec a essayé de nous manipuler en fait au maximum, de nous monter l'une contre l'autre. Et comme on sait que généralement les femmes, quand elles découvrent une rivale, elles vont plutôt se crêper le chignon. Nous, on ne l'a pas fait, pas une seule fois. Donc moi, j'ai envie de me dire que on l'a vaincu, entre guillemets. On a réussi à être plus forte que lui parce qu'il voulait à chaque fois essayer de nous monter l'une contre l'autre et dire non, ne l'écoute pas, c'est toi que j'aime. Non, il dit la même chose de l'autre côté. On n'a pas cédé, on n'a pas, nous ne sommes pas entrés dans son jeu en fait parce qu'il voulait vraiment il voulait mettre de la division, mais il n'a pas réussi. Et là, on a fait bloc contre lui. Et depuis un moment là, en tout cas de mon côté, il est complètement silencieux, hein. Je ne sais pas si du côté de Daniel, il a dit quelque chose depuis, mais de mon côté, il est porté disparu. Il sait qu'il ne peut plus, il ne peut pas, il ne peut pas gagner entre guillemets. En fait, il ne peut pas nous diviser de cette façon, comme il a essayé de le faire en fait. Ouais. Bah, moi, personnellement,
Je sais même pas si j'ai même encore envie d'être en contact avec lui. Donc, du coup, depuis la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'était ce matin à 4 heures du matin. Hier, on est déjà à 1 heure du matin, du coup, c'était hier à 4 heures. Oui, il m'a pondu un long message d'amour, que c'est moi qui l'aime, que je dois pas écouter Dora. Je dois pas non plus parler à Diane parce que elle veut me monter contre lui. Et que malgré tout ce qui se passe, il est mon homme et que je dois le protéger à tout prix et être, du moins, le protéger, quoi. Et moi, en retour, tout ce que j'ai eu encore par derrière comme preuve venant de Dora, je lui ai transféré ça et je lui ai dit le fond de ma pensée. J'ai vraiment dit que c'est un manipulateur narcissique, quelqu'un qui a un but de sa personne. C'est un prédateur sexuel qui chasse sur tous les terrains et que il n'y a que Dieu seul qui s'occupera de son cas. Et lui, par derrière, il a fait intervenir sa maman que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et même à elle, je lui ai dit qu'avec tout ce que j'ai découvert, je ne veux plus continuer avec son fils et que je ne peux plus le faire. Donc, elle m'a demandé de prier pour lui, de prier pour nous, de prier pour toi, Diane, de prier pour Dora. Et, euh, et moi, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas continuer avec lui. Donc, je pense que il est pas... il cherche les mots, en fait. Il a vu que pour une fois, deux femmes n'allaient pas s'entretuer pour un homme. Et vraiment, je nous dis bravo parce que on a allé au-delà de ce que certaines femmes font souvent. Et, et moi, de toute façon, moi, vu mon caractère, je ne vais jamais aller lutter avec une autre femme à cause d'un homme. Si je me rends compte que quelqu'un avec qui je suis est avec une autre femme, je vous laisse vraiment à deux. Donc, la démarche a été différente ici parce que de façon polie, de façon bienveillante, Dora est venue vers moi et on s'est rendu compte que toutes les deux, comme Diane l'a mentionné, nous étions des victimes. Mais on n'est pas des victimes qui lui... Nous ne sommes pas des victimes qui voulons nous euh, pleurer sur notre sort. On veut parler et, et penser nos blessures et avancer. Donc, lui, moi, je, je laisse son sort entre les mains de Dieu et Dieu seul saura s'occuper de lui. Parce qu'il ne mérite même pas, il ne mérite même pas qu'on se chagrine pour lui, en fait, qu'on soit triste et tout, parce que lui, de son côté, il n'a eu aucun remords, il n'a pas eu pitié de nous, en fait. Non, moi, présentement, et c'est ce que j'ai dit à sa mère, moi, je ne vais pas prier pour lui. Pourquoi je vais prier pour quelqu'un qui voulait me détruire, en fait? Donc, je ne suis pas Jésus. Je laisse sa mère, sa famille prier pour lui. Je vais prier pour moi-même. Je vais prier pour Dora. Je vais prier pour le petit. Je vais prier pour qu'on puisse guérir, mais je ne vais pas prier pour lui. Donc, bon vent à lui et vraiment, c'était, je sais pas, je, je, je ne sais même pas quoi dire, vraiment. Merci beaucoup, Daniel. Je crois qu'on peut terminer sur le mot sororité. Je pense que sororité, c'est le mot. Donc, à nos sœurs ou à nos mères et à nos filles, je crois qu'ici, on a ce que c'est la puissance finalement de la sororité. Euh, et je tenais vraiment à dire merci à Daniel et Dora pour ce elles nous ont partagé, pour ce qu'elles nous ont donné. Je rends extraordinairement grâce pour cette conversation, cette longue conversation. Et je vous souhaite à toutes les deux d'être heureuses, d'être en paix, d'être épanouies. Et vraiment, merci pour votre sincérité, merci d'avoir libéré la parole. Et j'espère en tout cas que les femmes qui nous écoutent
comprennent l'importance d'être solidaires ensemble, de se nourrir mutuellement de nos expériences et de l'énergie que nous avons en tant que femmes. J'espère aussi que les hommes qui nous écoutent comprennent ce que des fois leurs actions, et bien sûr il y a aussi les femmes, peuvent avoir comme impact dans la vie de tout un chacun. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et beaucoup d'empathie. Et comme je vous ai dit à chacune d'entre vous deux, je suis là pour vous accompagner sur ce chemin. Merci. Merci. Merci, Diane. Merci. Chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode avec mes deux invités. J'espère que leurs mots, leur triste histoire, leurs doutes, leur silence, leurs intonations, en tout cas, vous ont apporté un peu plus de lumière dans vos vies, parce qu'en fait, c'est la nuit qui révèle les étoiles, c'est la nuit qui réveille aussi les étoiles. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou sur Twitter en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. Merci beaucoup.